Connaître la composition d'un système chimique, c'est pouvoir effectuer un comptage des entités chimiques constituant le système. Il faut donc introduire la notion de quantité de matière et définir ce qu'est une masse molaire. La quantité de matière a été définie en secondes, mais refaisons un petit rappel grâce à la vidéo suivante. La quantité de matière, c'est la base en physique-chimie. Vous aurez besoin de maîtriser cette notion pour tous les calculs que vous allez faire. Et en plus de ça, c'est un truc plutôt cool et important à connaître dans la vie. Mais bon, je suis d'accord avec vous, réfléchir en nombre de molécules, c'est pas super pratique. Par exemple, 4000 milliards de milliards, ça s'écrit comme ça. Ça prend un peu de place, quoi. Du coup, les scientifiques ont décidé de réfléchir en paquets à la place. Ouais, en paquets, comme les pâtes ou le riz. Et d'ailleurs, tu noteras que nous, quand on va acheter du riz, on demande un paquet, et pas 4542 grains de riz, quoi. Du coup, le paquet, c'est une unité de mesure. Et notre paquet, il contient 6,02 fois 10 puissance 23 particules, soit environ 600 000 milliards de particules. Et ouais, c'est beaucoup. Pour les simples humains que vous êtes sûrement, ça correspond à 6 fois le nombre de grains de sable sur Terre. Si on prend ce nombre en popcorn, on peut recouvrir toute la surface des États-Unis d'une couche d'une épaisseur de 14 km. C'est énorme. Mais attention, les scientifiques n'utilisent pas le terme de paquet, ils utilisent celui de mol. Une mole, c'est un paquet. Mais pourquoi un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 particules? Déjà, il faut savoir que toutes les unités sont définies scientifiquement. Ah oui. Comment on saurait par exemple que 1 kg, ça vaut 1 kg? Ça peut paraître stupide, mais c'est assez important. Chaque unité a été définie afin que tous les scientifiques parlent la même langue. Ils peuvent ainsi tous se comprendre et faire avancer la science main dans la main, cheveux au vent, gambadant nus dans un champ de coquelicots. C'est beau la physique, quoi. La mole et son nombre de particules correspondants ont été adoptés en 1971 par le Bureau international des poids et mesures. Le 6,02 fois 10 puissance 23 a même un nom, constante d'Avogadro. Enfin, constante, c'est pas son prénom, c'est juste que ça varie pas. Avogadro, c'est lui, malheureusement. Et aujourd'hui, on a un peu simplifié cette notion, puisque la définition que nous avons de ce nombre, c'est qu'il correspond au nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Et c'est pas anodin, puisque ça permet que la masse d'une mole d'un atome corresponde à peu près à son nombre de nucléons. Maintenant, la question que tout le monde se pose, j'en suis sûr, c'est comment mesurer une mole? Vous la posiez, non? Eh ben, je vais vous dévoiler ce grand secret, c'est simple, on peut pas. Il n'y a aucun appareil qui permet de faire ça. Par contre, on va pouvoir l'utiliser, cette mole, car on va pouvoir relier la quantité de matière à des grandeurs mesurables, comme la masse ou le volume. Et c'est pour ça qu'on va définir des grandeurs comme la masse molaire ou la concentration, par exemple. Alors t'inquiète pas, on verra ça une autre. La masse molaire atomique correspond à la masse d'une mole d'atome. La valeur est toujours indiquée dans le tableau périodique. On peut définir aussi la masse molaire moléculaire. Elle correspond à la somme des masses molaires atomiques des éléments qui la composent. On peut aussi déterminer la masse molaire ionique. La masse des électrons étant très faible et donc négligeable, c'est la même que la somme des masses molaires des atomes constituant l'ion. À partir de la masse molaire, si on mesure la masse de l'espèce chimique étudiée, on peut en déduire sa quantité de matière, petit n, par l'expression n égale petit m sur grand M. M s'exprimant en mol, M la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Grâce à la mesure de la masse, on peut ainsi remonter au nombre de moles, ou plus précisément à la quantité de matière petit n présente dans un échantillon. Ou encore, on peut remonter au nombre d'entités grand N, d'entités chimiques, présentes grâce à la constante d'Avogadro et en utilisant la relation grand N égale petit n fois Na. Inversement, si on connaît la quantité de matière de l'espèce chimique présente dans un échantillon, eh bien on peut en déduire sa masse, petit m, grâce à l'expression qui est donnée dans la diapo. Connaître la composition d'un système chimique, maintenant dans le cas d'une solution, revient aussi à connaître sa concentration. On a vu en classe de seconde la concentration en masse, correspondant à la masse de soluté dissous par litre de solution, soit Cm qui est égal au rapport de la masse du soluté sur le volume de solution, Cm s'exprimant en grammes par litre. Et bien maintenant, connaissant la quantité de matière,
on peut aussi définir la concentration en quantité de matière. Et dans ce cas-là, c'est le rapport de la quantité de soluté sur le volume de solution. La quantité de matière de soluté s'exprime en mol, le volume en litres. La concentration en quantité de matière s'exprimera alors en mol par litre. Pour un gaz, maintenant, et notamment pour un gaz dit parfait, on peut, grâce au volume mesuré, déterminer la quantité de matière présente. Pour cela, on définit le volume molaire. Pour un même volume de gaz et dans les mêmes conditions de pression et de température, eh bien, tous les gaz contiennent le même nombre de molécules et donc la même quantité de matière. Ainsi, le volume molaire, c'est-à-dire le volume occupé par une mole de gaz, est défini par la relation Vm égale V sur petit n. Vm s'exprimant en litres par mole. À 20 degrés Celsius et sous une atmosphère, le volume molaire vaut 24 litres par mole et c'est le même pour tous les gaz. Donc si on mesure son volume grand V, on peut en déduire la quantité de matière de gaz correspondante grâce à l'expression N égale grand V sur Vm. Passons maintenant au dosage par étalonnage, méthode permettant de déterminer expérimentalement la concentration d'une espèce et donc, pour un volume donné, la quantité de matière correspondante. Dans le cas d'une solution colorée, certaines radiations lumineuses émises par la lumière peuvent être absorbées par cette solution. Prenons l'exemple d'une solution de permanganate de potassium qui a une couleur magenta. Eh bien, si on balaye toutes les radiations de la lumière blanche, on va constater qu'une certaine radiation ne pourra pas traverser la solution. Voilà, on se rend compte ici que la radiation verte ne traverse pas la solution. On dit à ce moment-là qu'elle est absorbée. Pour quantifier la capacité d'une solution à absorber une radiation, on définit une grandeur physique appelée absorbance, qui est notée petit a. L'absorbance se mesure avec un appareil qu'on appelle le spectrophotomètre et cette grandeur est sans unité. Plus l'absorbance aura une valeur élevée, plus la solution absorbera alors la radiation correspondante. Dans le cas de la solution de permanganate de potassium, on a vu que la radiation verte était absorbée par la solution. Elle ne parviendra donc pas jusqu'à notre œil, ou en tout cas jusqu'à l'œil de l'observateur. En résumé, une solution incolore n'absorbe aucune radiation, mais une solution qui absorbe une radiation sera alors forcément colorée. Sa couleur est directement liée à la radiation absorbée. Plus précisément, si on prend le cas de la solution de permanganate de potassium qui absorbe la radiation verte, caractérisée par la longueur d'onde lambda, proche de 530-550 nanomètres, eh bien, cette solution aura forcément une couleur qui correspond à la couleur complémentaire de la radiation absorbée. Sur un cercle chromatique, elle est placée à l'opposé, d'où la couleur magenta, et c'est bien ce qu'on a pu observer avec une solution de permanganate de potassium. Revenons maintenant à notre dosage par étalonnage. On prépare plusieurs solutions étalons, c'est-à-dire des solutions contenant la même espèce colorée, de concentrations différentes, mais connues. Et on va mesurer pour chacune de ces solutions l'absorbance grand A à l'aide du spectrophotomètre. Grâce à ces mesures, on va pouvoir tracer une courbe d'étalonnage A égale F de C.
Plus précisément ici, on peut tracer une droite moyenne. On mesure ensuite l'absorbance de la solution inconnue, mais avec la même espèce colorée, et en reportant la mesure sur la droite, on va pouvoir en déduire sa concentration. Alors cela peut être soit la concentration en masse, soit la concentration en quantité de matière. Tout dépend des concentrations qui étaient données par les solutions étalons. À noter que la courbe d'étalonnage est une droite. Il y a donc une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, et cela constitue ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. On peut la formuler par l'expression A égale K fois C, K étant le coefficient de proportionnalité, ou plus précisément par l'expression epsilon fois L fois C. Epsilon est appelé le coefficient d'extinction molaire. C'est une valeur caractéristique de l'espèce colorée, dissous dans le solvant donné. Et petit l, c'est la largeur de la cuve traversée par la radiation lumineuse.